Chers téléspectateurs de Wafrica TV, c'est avec beaucoup de joie que nous vous retrouvons dans notre émission Interrogeons-nous. Et encore, nous vous souhaitons nos vœux les meilleurs parce que c'est la première émission de l'année 2022. Meilleurs vœux pour ce Moucheli. Merci et je vous adresse également tous mes vœux les meilleurs pour cette année qui commence. Et je voudrais aussi vous remercier pour cette invitation. Et ça prouve que le contact est maintenu et la collaboration continue. Merci infiniment, merci d'être là. Merci de venir échanger avec nos téléspectateurs sur des concepts que, comme nous disons souvent, que nous mobilisons, quelquefois sans en maîtriser le contenu. Et ce matin, nous allons échanger sur la démocratie et la pauvreté. Démocratie et pauvreté, c'est notre réflexion de ce matin. Qu'est-ce que vous y voyez? Une opposition entre les deux? Bon, peut-être les deux concepts mis ensemble pourraient sembler à première vue incompatibles. Parce que dans les différents systèmes de gouvernement qui ont existé à travers l'histoire, on est en train de réaliser que la démocratie serait la forme de gouvernement la plus achevée et qui embrasse les désirs ou alors auquel l'adhésion massive des populations à travers le monde n'est plus à démontrer. Mais ce qu'on doit savoir, c'est que quand on parle de démocratie, il faudrait imaginer un système de gouvernance ou de gouvernement où, au sein duquel l'ensemble des citoyens participent de façon directe ou indirecte à la gestion des affaires de la cité. Et moi, je voudrais m'appuyer sur Nietzsche quand il parle des différents niveaux de mentalité des populations. Il va de la populace jusqu'au peuple. Ça veut dire que la démocratie doit être le système de gouvernement dans lequel on observe que la population est passée de la simple populace au peuple, parce que ce peuple, conscient de sa responsabilité par rapport à la qualité de l'existence, par rapport à la condition qu'elle doit vivre pour se sentir épanouie ou être dans un mieux-être, participe désormais. On n'a plus affaire à la simple masse. Chez Nietzsche, la masse ne pense pas. Donc, arriver à un niveau supérieur d'entendement et de compréhension de la chose politique, c'est-à-dire de la gestion de l'affaire de la cité, et ayant compris que le principe de citoyenneté ne consiste pas en la condamnation du peuple ou alors à la limitation des activités du peuple à peut-être des activités minimales ou des activités qui pourraient les amoindrir ce peuple, on réalise que on ne peut plus vivre sous la dictature, on ne peut plus vivre sous l'oligarchie, on ne peut plus vivre sous des théocraties, et on décide donc de démocratiser, donc d'amener le peuple à la pensée du système politique qui devrait permettre de le gérer. En ce moment-là, en fonction de la population, du nombre, parce qu'on ne peut plus faire la démocratie aujourd'hui comme à Athènes pendant l'Antiquité grecque, où c'est toute la population d'Athènes qui participait dans des assemblées au choix des systèmes de gouvernement ou au choix des décisions, voyez-vous. Mais aujourd'hui, avec l'augmentation de la population, avec la fin de l'esclavage, avec la volonté de libérer l'énergie et d'encourager l'initiative à la fois personnelle et collective, on a élargi la démocratie à tout le monde, et tout le monde ne pouvant pas participer au jour le jour à la prise de décision engageant un État, on est obligé de créer des systèmes de démocratie représentative. Oui. C'est ce que je peux dire dans le premier. Bon, maintenant, articulé à la pauvreté, on dirait que cette émission consiste à voir si, dans un système de gestion politique qui se veut démocratique, si la pauvreté est très ambiante dans ce système, est-ce que la démocratie pourrait se faire comme on le souhaite et que le peuple
est-ce que le peuple aurait la liberté d'esprit qu'il faut pour choisir de façon délibérée ses dirigeants? De toutes les façons, la pauvreté, qui est un système dans lequel on découvre un peuple totalement paupérisé, et un peuple, parce que la liberté dépend déjà de ce que nous puissions nous prendre en charge. Mais si, dans notre contexte, nous vivons une conjoncture économique qui ne nous permet pas de nous assumer comme vivants, parce qu'au lieu de vivre, nous survivons, il y a de fortes chances que cette démocratie soit menacée. Parce que la conscience du citoyen ne se construit logiquement que dans un contexte économique où il se sent capable de s'assumer. Voyez-vous? Mais quand ce n'est pas le cas, quand aujourd'hui, à travers le monde, on a défini ce qu'on appelle le seuil de pauvreté. Et on dit que ce sont ceux-là qui vivent en deçà du dollar par jour. Voilà. Bon, est-ce que ceux qui vivent avec moins d'$1 par jour ont le nécessaire, déjà vital, pour participer de la réflexion politique devant conditionner le système de gestion de l'État? Moi, je pense à ce niveau que c'est la démocratie, la pauvreté serait un facteur limitant à l'éclosion même de la démocratie ou alors au déploiement d'une démocratie réelle. Oui, oui. Ça, c'était à peu près pour faire le lien entre les deux thématiques. Bon, avant d'arriver, peut-être qu'il faut dire qu'il y a le concept de peuple qui revient tout le temps. Oui, il y a le concept de peuple qui revient. Parce que on a une population atteint le niveau où on l'appelle peuple à partir du moment où elle réalise qu'elle-même est responsable de son destin et ne dépend plus d'une logique qui lui est imposée de l'extérieur. Quand je dis extérieur, ça ne signifie pas en dehors de l'État. Ça peut être une logique de gouvernement qui échappe à la volonté du peuple. Parce que c'est la volonté du peuple qui fonde la légitimité de tout pouvoir. Sauf que tout le problème est là, prof. Oui. C'est quoi le peuple? Le peuple, c'est l'ensemble des personnes vivant dans un territoire ayant acquis le qualificatif de citoyen, qui ont accédé à la citoyenneté. C'est ça que j'entends par peuple. Parce que c'est le peuple, ce sont ces citoyens qui sont appelés à participer à la gestion quotidienne de la cité. Oui. Sauf que dans votre propos introductif, vous avez marqué la difficulté pour le peuple à se mettre à un endroit et à décider. Et il est obligé de désigner des représentants pour parler en son nom. J'en veux pour preuve, je cite deux choses. L'année dernière, dans la loi de finances, il y avait une taxe qu'on plaçait sur le téléphone. Les téléphones achetés, celui qui achetait un téléphone devait, je crois, soit le dédouaner au moment où il avait acheté. Et cette année, on a eu dans la loi de finances comment je veux dire, une taxe appliquée au transfert d'argent. Je note quand même que c'est quand même curieux que le peuple n'ait appris ça que lorsque c'était en débat à l'Assemblée ou lorsque c'est sorti de l'Assemblée. Vous voyez bien que cette jonction qu'il peut avoir entre les représentants et le peuple en question semble, dans les deux cas que nous venons de prendre, ne pas fonctionner. Sinon, le peuple n'apprendrait pas qu'il y a quelque chose qui va lui être adossé lorsque c'est en débat à l'Assemblée nationale. Donc, tout de suite, on a l'impression que la notion de peuple, ou bien la relation qu'il y a entre le peuple et ses représentants ne fonctionne pas. Donc, ce que je voudrais dire à ce sujet, c'est que bon, j'aurais voulu qu'on évitât de prendre des exemples précis parce que on pourrait
croire que nous avons des opinions politiques. Je veux qu'on reste, pas dans les, on reste dans les à l'échelle purement conceptuelle. intellectuelle, Oui. conceptuelle. Oui. Bon, ce que je dois dire, c'est que le problème ne se pose pas a priori. Le problème, ici, naît du fait que cela pourrait se passer dans un contexte où le pouvoir d'achat est faible. En ce moment, on entendrait des cris. Mais en toute logique, on ne peut pas déjà récuser d'emblée une loi si on ne maîtrise pas les tenants et les aboutissants de l'introduction de cette loi dans la gestion économique quotidienne. Bon, maintenant, un tel peuple a besoin de quoi? Si votre pouvoir d'achat est tel que vous pouvez supporter l'introduction d'une nouvelle taxe, il n'y a pas de problème. Oui. Le problème commence à partir du moment où on a l'impression qu'on en est incapable. Mais qui définit le principe de capacitation d'un peuple? C'est ça le problème. Bon, logiquement, je ne vois pas de problème. Mais appliqué à une actualité, appliqué à un peuple X ou Y, on pourrait peut-être, en étudiant et en comprenant la logique qu'on a du pouvoir d'achat, savoir si tel peuple X peut le faire, peut accepter cet impôt et ne pas s'en défaire, et où le peuple pourrait en souffrir. Mais à partir du moment où la loi est mise en branle et que le peuple suit, ça ne signifie pas que c'est contraire à la volonté du peuple. Ce qu'on doit savoir, c'est que je ne pense pas qu'il existe des gouvernements qui pourraient vouloir la déchéance d'un peuple. Mais maintenant, juger a priori n'est pas toujours avenant. Ce n'est pas toujours logique ou légitime de penser dans aucun État au monde. Vous ne verrez le peuple être joyeux parce que désormais il y a plus d'impôts. Voyez-vous? Oui. Mais le gouvernement qui est à la tête de chaque peuple et est choisi, et qui serait choisi par ce peuple, doit mériter la confiance de ce peuple. C'est la raison pour laquelle, lorsqu'une loi est mise en application, même si ça crée des grincements de dents, parce qu'il faudra désormais puiser davantage dans sa bourse pour payer les impôts, mais finalement, généralement, on finit par s'accommoder. Pourquoi? Parce que, au fond, peut-être, nous croyons que notre pouvoir d'achat est toujours faible, mais quand on réussit à s'arrimer, puisque l'homme d'État ne gouverne pas avec la masse, l'homme d'État gouverne avec l'élite, et l'élite qui est la représentation du peuple, il faut toujours vous demander, est-ce qu'il n'y a pas eu des sondages? Est-ce qu'il n'y a pas eu une lecture objective des capacités du peuple à assumer cet impôt? Si on juge émotionnellement, on pourrait tomber dans les travers de ce que Nietzsche appelle la populace. Parce que la masse ne pense pas. Mais la masse peut se rendre compte des bienfaits d'un impôt à partir des réalisations que l'État effectue pour que le peuple à l'avenir se sente mieux. Mais la question est peut-être une question de communication davantage, prof. Parce que si vous dites à un peuple, on va vous prélever désormais telle taxe, et qu'à la fin, on va réaliser 100 000 km de route. Oui.
Et parce que la taxe qu'on vous prend, c'est tel montant, ces kilomètres de route représentent tel montant, le peuple est plus à même à comprendre une telle taxe. Maintenant, quand vous prenez une taxe, vous n'avez pas dit au peuple ce que vous en faites. Et parfois, s'il ne voit pas ce que vous avez fait de la taxe après des années suivantes, finalement, il y a une confiance qui se brise entre le peuple et son gouvernement. Donc, il aura beau être légitime ou légal, mais à un moment donné s'installe la crise. Et le peuple peut... pour rebondir sur la question que j'avais sur la notion de peuple, parce que vous allez voir dans le monde, vous avez des gouvernements qui agissent au nom du peuple, des oppositions qui posent des actions contre les actions du gouvernement, toujours au nom du peuple. C'est pour ça que je pose la question. Peut-être que tout le problème se situe au niveau de ce concept de peuple-là. Qu'est-ce qu'il y a dans le concept de peuple? Non, dans le concept de peuple, il y a le peuple qui vit le quotidien. Oui. Il y a le peuple qui est représenté à une échelle supérieure. Vous leur avez accordé mandat. Le mandat, à la fin, devra subir une évaluation, une sorte de sanction. Oui. Maintenant, si le système que vous avez accepté de mettre en place n'a pas répondu aux attentes du peuple, ce sera l'heure de la sanction. D'où la démocratie. Oui, mais... La démocratie. Parce que ne vous attendez pas à ce que un gouvernement fasse des réalisations sans demander à son peuple des sacrifices. Oui. Bon, qui sont logiques et même légitimes. Oui. Bon, maintenant, il n'y a pas de gouvernement qui pourrait être encensé juste parce qu'il a proposé un nouvel impôt. Je pense que les prévisions politiques ne sont pas toujours des choses qui chantent. Mais on évalue à l'intérieur du mandat accordé à ses représentants les objectifs que ces représentants veulent atteindre. Et ces objectifs, s'ils sont atteints, ça ne peut pas fâcher ce peuple. Maintenant, doit-on juger sur la base du passif, sur la base de ce que on a déjà décidé d'étiqueter un système gouvernemental? Moi, je pense que les hommes changent. Et il arrive des moments où la conscience même de ce peuple est subie par le gouvernement qui gouverne. Et pour cela, ce gouvernement peut chercher à se rattraper par rapport à un passif qui est plutôt de nature à ne plus inspirer confiance. Ce qu'il faut faire, le peuple doit peut-être être plus regardant, plus exigeant et savoir que c'est lui qui est toujours à l'origine des choix de ceux qui gouvernent. Mais il le sait très peu, en sachant bien que... Non, moi j'ai l'impression... Parmi le peuple, oui. il y en a qui pensent que même par nature, ils sont faits pour être dominés ou bien pour être gouvernés. Oui. Et parmi ceux qui gouvernent, il y en a qui pensent que c'est par nature qu'ils sont faits pour dominer ou bien pour gouverner. C'est cette contradiction qui donne lieu à la dialectique de l'histoire. Tout à fait. Oui. Et du coup, si la démocratie a pour socle la notion d'égalité, parce que, à mon sens, s'il n'y a pas d'égalité, il n'y a pas de démocratie. Donc, à mon sens, il n'y a pas de démocratie. Parce que même le principe du suffrage universel veut que je te donne ma voix pour que tu me représentes. Et en échange, je contrôle l'action que tu poses. Donc, il y a une communication permanente entre moi et toi, c'est-à-dire le gouverné et le gouvernant. On peut se servir de ce terme faute de mieux. Donc, c'est-à-dire cette communication, à partir du moment où il y a une crise, où cette communication s'extombe entre les deux, ça devient difficile de gouverner. Disons que
comme nous l'avons dit dès l'entame de nos propos, il faut déjà savoir que le peuple n'agit pas au quotidien dans la gestion des affaires publiques. Le peuple a choisi des représentants qui parlent en son nom. À partir de ce moment-là, le peuple doit plutôt savoir quels sont les objectifs à réaliser, à atteindre durant un mandat et par ceux à qui on a donné ce mandat. Oui. C'est ça le rôle du peuple. Vous avez parlé d'être alerte, d'être vigilant. Oui, mais au quotidien, le système est hiérarchisé. Et vous avez choisi une autorité compétente pour vous représenter. Et c'est cette autorité que vous devez sanctionner au terme du mandat. Mais parce que, et c'est pour cette raison que la démocratie est en soi un système qui a intégré en son sein les modalités de mise à l'écart des personnes qui ne prennent pas en charge toute la responsabilité nécessaire qu'il faut assumer lorsqu'on est à la tête d'un peuple. Ce qu'on doit faire, c'est toujours conscientiser les masses pour qu'elles parviennent, pour qu'elles accèdent à la conscience de l'État, à la conscience du patriotisme, à la conscience même du système de collaboration qui devrait exister entre lui et ses gouvernants. Nous sommes, pour ce qui est de l'Afrique, dans beaucoup de pays africains, on n'a pas encore atteint le niveau permettant à la majorité de la population de comprendre les enjeux d'une politique. Ce n'est pas une insulte, mais c'est dire que beaucoup de choses ont été faites, mais beaucoup de choses restent à faire dans la logique de l'éducation des masses. Jusqu'ici, je ne pense pas qu'on pourrait déjà remettre en question la vision que Nietzsche a eue dans son anthropologie de l'homme. Voilà. Qu'est-ce que l'homme chez Nietzsche? L'homme vit comme celui-là qui constamment veut se transcender, d'où la volonté de puissance, d'où la volonté d'éradiquer les faibles parmi nous, d'où la volonté de tout faire pour que la société ne soit jamais paresseuse et pour que les paresseux n'aient pas droit au chapitre. Voilà donc les conditions qui permettent, qui, lorsqu'elles sont respectées, permettraient à une masse d'accéder à la conscience des peuples. Parce que, en fonction des États à travers le monde, on peut remarquer que d'un État à l'autre, la conscience de la chose publique est moins élevée ou plus élevée selon qu'on va d'un État X à un État Y. Moi, je pense qu'il faut aussi tenir compte de tous ces paramètres. Il faut tenir compte de tous ces paramètres. Bon, maintenant, comme l'homme d'État ne gouverne pas avec la masse, mais avec l'élite, ça ne signifie pas qu'il y a absence de démocratie. Ça ne signifie pas qu'il y a absence d'égalité. Ça signifie tout simplement que le type de justice qui impose cette égalité dans un État et qui doit exister est celui-là qui permet la promotion de ceux qui se sont démarqués. Voyez-vous, quand dans un État on écrit la Constitution, on n'appelle pas tout le monde. On peut recueillir la volonté des différents groupes à l'intérieur je veux prendre l'exemple du Cameroun en 1996. Ce ne sont pas seulement ceux-là qui ont été appelés à écrire la Constitution qui ont fait des propositions. À travers tout le Cameroun, on a reçu des propositions. Bon, maintenant, il y a des gens, l'élite, il y a une élite qui doit pouvoir
centraliser les propositions et essayer de comprendre ce que veut effectivement ce peuple. Prof, j'ai envie de vous poser la question de savoir est-ce que l'élite peut se tromper? Tout le monde peut se tromper par nature, mais seulement, c'est pour cette raison aussi que lorsque vous avez pris une loi, ça commence d'abord par un projet, et le projet va être suffisamment bien épluché pour être présenté à la représentation du peuple, qui va soit y apporter des amendements, soit l'accepter dans sa forme première, soit rejeter tout simplement. Et c'est ça la démocratie. Et c'est pour cette raison qu'en démocratie, il y a des instances qui, chacune en fonction de ses compétences, peut modifier, changer ou rejeter un projet de loi. Donc, il ne faut pas qu'on croit que c'est des systèmes où le peuple est a priori exclu. Non. Non. Il faut plutôt essayer d'évaluer l'exécution du mandat donné à la représentation. Et le peuple sanctionne à travers le vote, à travers le choix qu'il veut faire pour l'avenir. Prof, avant de revenir sur le concept de pauvreté, pleinement dans la thématique qu'on a choisie ce matin, parlons davantage de la démocratie comme comme transition vers un mieux-être des populations. Parce que il me semble que chaque fois qu'on a changé un gouvernement, chaque fois qu'on change un système politique, pas un gouvernement, chaque fois qu'on change un système politique, c'est parce qu'on veut que l'être soit mieux, c'est-à-dire qu'il soit moins pauvre matériellement, qu'il soit moins pauvre spirituellement, qu'il soit moins pauvre intellectuellement, pour utiliser un terme que les uns et les autres pourraient comprendre. Comment comprendre qu'au XXIe siècle, la démocratie soit en crise dans le monde? Parce que ce n'est pas une affaire du Cameroun, ce n'est pas une affaire de l'Afrique. Partout, ça s'entend. Il y a toujours plus de pauvreté et davantage, plus une minorité qui s'enrichit et qui s'enrichit. On parle de Covid, mais on cite quand même de grandes sociétés qui ont fait de très grands bons sur le plan de la richesse. Comment comprendre tout cela? Il faut déjà savoir que la démocratie contemporaine s'est très fortement attachée au libéralisme ou au néolibéralisme. Voyez-vous? Et un peu comme si ce n'est plus la politique ou bien le politique qui gouverne le système démocratique, mais l'économie. Voyez-vous? Bon, à ce niveau, il y a des tares que la démocratie a intégrées en son sein. Mais il faut déjà savoir que ce sont des choses qui peuvent être corrigées. Il n'est pas impossible pour le monde de choisir de revenir au système économique tel que pensé par Adam Smith, c'est-à-dire un capitalisme régulé par la puissance de l'État. Or, nous sommes dans un système capitaliste déterminé par les transnationales. Ce qui fait que les États sont de moins en moins forts. Et à ce niveau, il faut plutôt critiquer la mentalité économique contemporaine. Parce que, ou alors, critiquer les États d'avoir réduit leurs fonctions à de simples tâches régaliennes, au plus. Ou tout simplement réformer l'État. Bon, oui, peut-être il faut repenser, pas réformer l'État en tant que tel, mais repenser le déploiement mondial de l'économie et faire en sorte que les États retrouvent leur autorité et deviennent des instances régulatrices, des systèmes d'échange entre les hommes. Je vous ai dit, je pense que c'était lors d'une émission toujours dans cette salle, que les transnationales deviennent plus fortes que les États et parfois peuvent déstabiliser les États. Voyez-vous? Bon, vous voyez comment nous luttons aujourd'hui contre le terrorisme à travers le monde. Mais si l'État
avait gardé le contrôle et s'était imposé comme instance régulatrice de toute activité économique, est-ce qu'il serait facile de financer des groupes terroristes? C'est vrai que ce n'est pas à ce niveau qu'il faut penser la naissance du terrorisme, mais c'est plus présent et plus pressant dans notre contexte. C'est-à-dire le terrorisme. Voyez-vous? Certainement. Oui, Il faut percevoir ce terrorisme comme une autre forme d'opposition. Oui, c'est et davantage de terrorisme dans un contexte dit de démocratie. Oui. Il faut remettre en cause cette démocratie-là. Peut-être que c'est parce qu'elle ne fonctionne pas ou bien parce qu'elle fonctionne mal que le terrorisme s'accroît chaque jour. Bon, là maintenant, le terrorisme peut être né de l'opposition des idéologies. C'est-à-dire, ce néolibéralisme qui crée la paupérisation de la grande majorité et encourage l'enrichissement ininterrompu ou accéléré des transnationales qui ne représentent qu'une poignée d'individus dans la société mondiale. Cette façon de poser l'économie dans notre contexte est une tare, est un facteur de déstabilisation même des États qui se sentent parfois amoindris dans leur pouvoir. Ce qu'on doit faire, c'est de faire en sorte que le capitalisme continue, la démocratie s'impose et que l'homme soit mis au centre de toutes les préoccupations étatiques ou économiques. Or, nous avons inversé les valeurs. Nous travaillons plus pour le capital que pour l'homme. Si dans la société mondiale, il est question plus du capital que de l'homme, ça signifie que quand je crée une entreprise, ce n'est pas forcément, même si, comment je peux appeler ça, conséquemment, je peux être en train d'employer des gens, mais c'est davantage... Ils sont un moyen pour moi. Oui, c'est davantage pour assurer l'agrandissement continu de mon capital. C'est-à-dire, comment faire pour toujours avoir une plus-value en investissant. Prof, je vais prendre sur un thème que vous avez, l'opposition des idéologies, tel que vous parliez tout à l'heure. Dans une assemblée nationale, quel que soit le pays, qu'est-ce qui est mieux de voir? Des députés qui sont des représentants géographiques ou des députés qui sont des représentants d'idéologie? Disons que chaque fois qu'on participe à la politique, on défend une idéologie. Oui, on défend une idéologie. Sauf que... Bon, maintenant, nous n'avons pas à préférer en démocratie. Nous avons à accepter le choix que fait le peuple. Prof, la question, c'est que l'efficacité de la démocratie que nous faisons. C'est-à-dire que si vous allez sur la base, c'est un peu la réserve que je voudrais essayer de, que vous nous éclairez dessus. C'est-à-dire que si vous partez sur la base d'une représentation géographique, il est probable que vous ayez dans une assemblée nationale des représentants, on dit du peuple, qui sont essentiellement des gens qui répondent à, disons même 90% d'une même idéologie, plutôt que d'une même représentation géographique, ou bien, non, c'est bien ça, d'une même idéologie, plutôt que d'avoir une représentation des idéologies, parce que quelquefois, c'est ces idéologies-là qui s'entrechoquent et qui, sur l'espace, le théâtre social, sont en fait des blocs qui s'affrontent et qui créent le conflit, les conflits que nous avons chaque jour. Moi, je vois dans votre question votre adhésion au système peut-être chinois. Parce que la Chine s'est développée avec des assemblées constituées essentiellement d'ingénieurs. Et le père de la modernité chinoise, Tu Youyou, il s'appelle Tu Youyou, c'est-à-dire qui a pensé... le projet chinois. Oui. Vous voyez, on a mis l'accent sur l'économie. On a contraint un peuple à suivre cette logique. C'est vrai. La Chine est hyper développée et tutoie aujourd'hui même les États-Unis. Ou alors tout le bloc
capitaliste. Mais la Chine est en train de devenir capitaliste. Oui. Parce que c'est la seule façon de collaborer avec les autres États. Mais ce qu'on doit véritablement dire, c'est que dans sa conception étymologique, la démocratie est le système gouvernant à l'intérieur duquel l'initiative personnelle est encouragée. Lié au capitalisme, cela favorise le boom économique que nous connaissons dans beaucoup d'États. Bon, le modèle chinois est apprécié, c'est vrai. Mais est-ce que la Chine, est-ce que les États-Unis ne sont pas aussi développés, militent pour son modèle? Moi, je pense pour ma part qu'en toutes circonstances, on ne peut pas effacer de notre tête que c'est plutôt la démocratie qu'il faut encourager pour que le peuple se sente concerné par le système de gouvernement mis en place dans son territoire. Voyez-vous? Bon, parce qu'aujourd'hui, que la dictature soit éclairée ou obscurantiste, tout ça c'est la dictature. Oui. Oui. Et c'est vrai qu'il y a des manipulations à l'échelle internationale, parce que j'aurais pu vous dire que la Russie n'est pas un pays pauvre, mais les Russes ne sont pas toujours d'accord avec le système en place qui privilégie l'éternisation au pouvoir d'un individu ou bien des individus appartenant à une pensée politique que l'on sait. Oui. Voilà. Bon, maintenant, voulez-vous que si vous choisissez le système chinois, par exemple, on entre là dans la logique de ce que le peuple par nature a choisi que les plus éclairés dans l'ingénierie, dans la politique, dans l'économie, gouvernent et tout le temps, et que ce peuple doit rester dans cette considération et attendre que chaque fois que quelqu'un a émergé, qu'on le copte et qu'il entre dans le système. Mais est-ce que nous sommes sûrs que si la Chine s'ouvrait au même système politique que les autres États, elle ne se retrouverait pas plus développée? Est-ce qu'on doit seulement faire le constat et soutenir ce qu'on a vu? Ou alors, est-ce qu'on ne peut pas interroger cette façon de faire, essayer de voir si une autre façon n'aurait pas permis un développement plus accéléré et plus étendu à l'intérieur même de la Chine continentale? Prof, dans votre introduction, vous avez énoncé le principe selon lequel, je crois que c'est le principe de la Banque mondiale, celui qui a moins d'$1 par jour est considéré comme un pauvre. Oui, oui. Nous n'avons pas tous envie d'avoir 3, 4, 5 voitures. Oui, Nous n'avons pas tous envie d'avoir 30 titres fonciers, 20 trains, des bateaux en mer. On n'a pas tous la vie humaine, même si la vie humaine s'accompagne des productions qui, à mon sens, servent à ce que cette vie-là s'accomplisse. Sauf que le capitalisme néolibéral, associé à la démocratie, telle que vous l'avez dit tout à l'heure, l'a représenté tout à l'heure, nous plonge dans une dynamique concurrentielle dans l'appât du gain. Non, ça comme c'est ça. qu'il faut dire, n'est-ce pas? J'ai peur que vous soyez en train de transposer à ce niveau une mentalité qui est caractéristique d'une certaine zone géographique du monde. Non. Mais ce que je veux dire, si vous avez 20 bateaux, Oui. et que ces 20 bateaux sont un investissement qui crée de la richesse, en quoi c'est dangereux? Non, je n'ai pas dit que c'était dangereux. C'est pour ça que je revenais en fait sur la question des idéologies. C'est-à-dire qu'on est tous ensemble avec peut-être plus ou moins les mêmes capacités de production dans un environnement social donné, chacun apportant sa part. C'est pour ça que je parlais d'égalité, même si la bonne notion c'est peut-être complémentarité. C'est peut-être complémentarité parce que chacun dans un système social apporte quelque chose. Et sauf que ma façon d'appréhender le monde est fonction de ma perception de ce monde-là qui peut être mon idéologie. Et on peut avoir comme ça une pluralité des idéologies. D'où ma question. Je pense que sur le champ social, peut-être démocratique, il y a davantage
une affrontation des idéologies plus qu'une affrontation des espaces géographiques. Je revenais un peu sur la question pour qu'on sorte par là. Non, ce qu'il faut dire, c'est que l'investissement, des dépenses qui ne concernent... J'ai lu un livre, Robert Kiyosaki, Père riche, Père pauvre. Père pauvre, oui. Oui. Il faut voir, cet enfant qui a eu deux pères, un premier père qui travaille dans la haute sphère de l'administration et qui utilise son argent pour des immeubles individuels et non à titre commercial, qui fait des grandes dépenses dans le sens de se donner un luxe insolent. Et l'autre père qui choisit d'investir durant toute sa vie une partie de son salaire. C'est-à-dire, il peut investir en devenant actionnaire dans une société, il peut investir en, disons, en achetant un taxi et en le mettant en route, il peut investir à autre chose dans le sens que son salaire soit la source de création d'une richesse. Parce qu'il fait des investissements. Voyez-vous? Celui-là, quand il prend sa retraite, peut entretenir ce qu'il a construit. L'autre, qui a pris sur lui de construire des choses à usage individuel, pourrait ne plus être capable de s'assumer quand il ne bénéficie plus des mêmes positions sociales. La leçon avec Robert Kiyosaki, c'est comment gérer sa vie lorsqu'on est encore jeune et fort afin de préparer sa vieillesse. Parce que si nous travaillons aujourd'hui pour qu'à la vieillesse, notre labeur travaille pour nous, on est obligé de ne pas faire des dépenses telles que, à la vieillesse, si on a des duplex, qu'on n'ait pas de moyens d'avoir des escaliers roulants pour nous amener dans notre chambre qui se trouve plutôt au premier Quatrième étage. Oui. Voyez-vous? Bon, est-ce que mes investissements dans la gestion de mon salaire me permettent, ou bien mes dépenses, se traduisent en volonté d'investissement de façon à ce que, même vieux, que je vive le même confort que pendant ma jeunesse. C'est ça le problème. Maintenant, nous avons parlé des masses. Parce que dans la démocratie, l'état de la démocratie, c'est que on peut, la masse qui choisit, peut pencher même pour quelqu'un qui n'a pas suffisamment de formation personnelle et qui n'a pas une conscience du sens du bien général. Mais la démocratie aussi bien parce que on peut s'en rendre compte et lui enlever le mandat qui lui a été donné. Sauf qu'il aura épuisé 5 ans de la vie d'un peuple. Oui. Sauf qu'il aura, si on veut, sauf qu'il aura perdu 5 ans de la vie d'un peuple. Il faut bien qu'on soit victime des erreurs pour être capable de penser le futur autrement. Merci infiniment pour ce Mouchili. Merci, chers téléspectateurs. N'oubliez pas de vous abonner. Merci, merci pour cet échange. Merci, c'est moi qui vous remercie pour cette invitation. Même comme c'était dans un domaine dans lequel je n'excelle pas le plus. Bon, moi, je suis spécialiste de la philosophie des sciences. Vous m'avez amené à parler des choses qui ne me concernent pas au premier abord, mais j'espère que je n'ai pas déçu vos téléspectateurs. Merci pour ces éclairages. Je pense que ce n'est pas des comprimés. Des comprimés qu'on donne ici, c'est des pistes de réflexion qu'on émet et chacun, voyant bien les réserves ou bien parfois les apories que posent tous ces concepts-là, va s'y engager, lire des ouvrages et peut-être trouver à son niveau des solutions dans une recherche ou dans un livre qu'il pourra publier. Merci, prof. Chers téléspectateurs, n'oubliez pas de vous abonner parce que chaque fois que vous abonnez, c'est notre Afrique qui gagne. À très bientôt sur Africa TV.